Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un appliquer à Y Combinator? Mais c'est quoi Y Combinator et pourquoi c'est si important Y Combinator? Y Combinator, c'est certainement l'accélérateur de start-up le plus connu au monde. Je pense que Techstar est pas loin, mais c'est surtout l'incarnation de l'esprit de la Silicon Valley. À tel point que historiquement, Y Combinator était dans 2 lieux, dans la Silicon Valley, donc proche de San Francisco, à côté de l'université de Stanford, là où il y a parmi les plus grands, les personnes les plus brillantes des États-Unis qui sortent, mais aussi internationalement, parce qu'il y a énormément d'étudiants internationaux, mais aussi dans le fameux MIT de Boston, qui est de la côte Est, et avec, ça j'ai pas besoin de présenter le MIT qui est aussi très très connu. Pourtant, très peu de temps après la fondation, ils ont décidé de fermer la branche de Boston pour se concentrer à 100% dans la Silicon Valley, avec l'esprit de la Silicon Valley. Tout ça pour vous dire que c'est bien beau de faire une startup, mais si vous n'êtes pas dans un écosystème, vous n'allez pas être accompagné, enfin, vous n'allez pas être propulsé de la même manière que si vous êtes tout seul. En fait, si vous êtes tout seul, vous allez porter le poids de la difficulté seul. Vous allez devoir recruter seul, vous allez devoir être seul face à votre levée de fonds, vous allez être seul face à tous les événements de la vie de votre startup, et parfois c'est les événements pour lesquels c'est la première fois qu'ils vont apparaître dans la vie de votre startup. Peut-être c'est la première fois que vous allez les voir, et peut-être c'est la première fois que n'importe qui dans le monde a vu ce problème. Et en fait, la Silicon Valley, déjà de par son expérience, de sa maturité, mais surtout de son état d'esprit, est le meilleur endroit pour trouver des personnes qui vont résoudre ces problèmes-là. Et c'est pour ça que je candidate à YC. Alors déjà, YC, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a plusieurs choses, mais là on parle de l'accélérateur qui a 2 batchs par an, un en été, un en hiver. Ce batch, c'est 3 mois extrêmement intensifs dans la Silicon Valley en physique, bien qu'il propose une solution à distance que globalement je ne recommande pas forcément, dans lequel vous allez avoir tous vos efforts et tout votre état, toute votre motivation qui va être tournée pour préparer le Demo Day. Donc pendant 3 mois, vous préparez un seul événement. Et le Demo Day, en fait, vous allez avoir toute la crème des investisseurs de la Silicon Valley qui va être là. Donc c'est votre chance unique en 3 mois de prouver à ces investisseurs est-ce que vous devriez candidater à YC. Bon, ça c'est une question qui est peut-être un peu personnelle, mais plutôt je vais vous dire des bonnes raisons de ne pas candidater. Voilà. Alors, pourquoi ne pas candidater? Bon, déjà si vous n'êtes pas sérieux à propos de ces 3 mois intensifs, voilà, si vous sentez pas que vous avez 3 mois dans lesquels vous allez pouvoir bosser comme des fous, voilà, au moins mettre 50-60 heures par semaine pour vraiment en tirer le plus de valeur, je suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment de se lancer et puis de le faire à moitié, quoi. Ensuite, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices énormes de manière générale, parce que monter une startup, moi j'aime bien prendre l'exemple de l'athlète. Voilà. En fait, vous pouvez faire du sport amateur et prendre du plaisir et même avoir une carrière amateur assez impressionnante. Vous pouvez faire du trail, Ironman, etc. Mais là, vous passez à un autre niveau, c'est quand vous avez un état d'esprit d'athlète. Et c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire des sacrifices, notamment sur votre train de vie, sur vos priorités dans la vie. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas candidater, c'est si vous voyez YC seulement comme un tremplin ou un label. En France, particulièrement en France, on est particulièrement motivé à aller candidater à machin pour avoir des labels, pour avoir des jolis badges en carton. Parce que notre système fait que plus on a de badges, plus on a la possibilité de rentrer, de débloquer des fonds, par exemple de la BPI, puis auprès de l'Union Européenne, voilà. On a accès à pléthore de fonds publics et les jurys des personnes publiques observent avec un œil un petit peu intéressé tous ces labels de carton.
Et vous savez très bien que voilà, ça, il y a plein d'accélérateurs, plein d'incubateurs en France ou même en Europe qui n'apportent aucune valeur sauf ce label-là où voilà, il y a une petite sélection. YC, c'est pas vraiment cet esprit-là. L'esprit de YC, c'est vraiment give first, donc dans le sens que, eh ben voilà, vous allez rentrer à YC, vous allez avoir potentiellement 500 000 $ qui va être donné à cette startup. Ces 500 000 $ sont dédiés à la réussite, mais à la fin de YC, donc à la fin des 3 mois, en fait, l'histoire ne fait que commencer. Vous allez faire partie ensuite de la Lumi YC, et si vous réussissez, en fait, il est un peu attendu de vous que vous donniez en retour à la communauté YC. Déjà en faisant partant, en étant un étendard de YC. Et surtout, si possible, en aidant des jeunes fondateurs pour eux aussi puissent soit participer à YC, soit monter de niveau. Voilà, donc il faut vraiment être dans cette mentalité. Vous êtes là en fait un peu pour la vie. et si ça vous plaît pas, voilà, ne le faites pas. Donc après, quand candidater à quel stade de ma startup je dois candidater? Alors, vraiment ça, je me suis pas mal renseigné. Il y a un seul moment auquel vous devez candidater, quand les candidatures sont ouvertes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des startups qui sont très late stage, dans le sens qu'ils ont déjà beaucoup de revenus, parfois des plusieurs millions de revenus, qui ont intégré YC. Comme il y a eu des startups early stage, qui étaient pré-revenus, en fait, je crois qu'il y a un chiffre, c'est genre 46% des entreprises qui candidatent n'ont pas encore de revenus quand ils candidatent, et ils ont quand même une chance de rentrer. Alors je sais pas exactement ce que fait YC et ce qu'ils essayent de décider d'équilibrer en fait en fonction de la maturité des startups pour avoir des batchs qui soient à peu près homogènes avec des gens qui se motivent en fonction de voilà, il y a une startup qui a une étape en plus de toi, comme ça te fait vous potentiellement discuter avec quelqu'un qui pourrait te donner des conseils, ou sinon ils se concentrent uniquement sur l'équipe. Moi je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que c'est surtout l'équipe qui vont regarder. Pourquoi? Parce que ça aussi il faut comprendre l'état d'esprit de la Silicon Valley, c'est qu'ils sont conscients qu'on ne naît pas fondateur d'entreprise et qu'on le devient. Et en gros ils regardent avec un œil assez critique, par exemple, toutes les écoles de management, les MBA et les choses comme ça, parce que historiquement, ça a fait des fondateurs qui étaient relativement médiocres. Et ils se sont rendus compte au fur et à mesure que déjà, il n'y avait pas de recette qui permettait de prédire si un fondateur allait être une réussite. Mais s'il y avait bien une recette, c'était certainement un fondateur qui était très motivé par le problème qu'il devait résoudre, qui était très résilient, et surtout c'était vraiment un doer, donc dans le sens un faiseur. Et c'est vrai que la communauté tech en général, c'est là où on voit beaucoup de faiseurs. Donc des gens qui sont capables d'exécuter. Donc si vous avez déjà des projets dans lesquels vous avez montré votre capacité d'exécution, que ce soit des apps, des sites web, des projets marketing ou des systèmes d'automation ou je sais pas, des papiers de recherche, vous êtes déjà dans l'état d'esprit YC. Et ça, dans la candidature, on va essayer ensemble d'en parler. Voilà, donc quand est-ce qu'il faut candidater? Dès que les candidatures sont ouvertes, c'est-à-dire 2 fois par an. Et aujourd'hui, la deadline, c'est le 12 septembre 2022, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, il y aura à nouveau des candidatures. En hiver, je le rappelle, et en été. Voilà. Alors, on va y aller. Je pense que ça va être long, comme la vidéo sur le Lean Canvas, je pense que je vais prendre le temps, mais j'ai une contrainte temporelle. Voilà. Donc c'est ça aussi qui a un challenge. J'ai une contrainte temporelle, j'ai 1 heure, parce qu'après je dois partir pour aller voir le conseil des parents d'élèves de mon grand qui est à rentrer à l'école maternelle. Voilà, donc en 1 heure je vais essayer de remplir l'application YC, et je vous conseille aussi d'être dans cet état d'esprit là. Pourquoi? Parce que YC c'est pas fait pour être suroptimisé comme application, c'est vraiment fait pour aller vite. Restez honnête, et on va essayer de rester honnête principal. Allez, c'est parti. On part pour la candidature. Vous êtes prêts? Alors, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le résultat final de la candidature. Je vous le mettrai aussi en PDF, la première version, parce qu'il y aura des itérations, je dois l'envoyer à certaines personnes, mais vous aurez la première itération, comme ça vous donnera une idée de ce que j'ai rempli. Ça veut pas dire que c'est une bonne candidature, attention. Je vous montre juste mon état d'esprit
Comme ça vous donne une baseline, ça vous introduit. Si vous n'avez jamais vu la candidature, ça peut être, voilà, ça peut faire un peu peur. Autre point, c'est ma deuxième candidature. J'ai déjà candidaté cette année et j'ai pas été pris. Donc ça, c'est aussi un exemple qui vous fait attention. Voilà, écoutez ce que j'ai à dire, mais ne le prenez pas à la lettre. Surtout que j'ai tendance à parler de manière absolument humble. Donc non, voilà, Allez. Alors, la candidature, c'est parti. Pour prendre, voici la candidature, le site web avec toute la candidature. Donc voilà, c'est pas énorme, il y a beaucoup de pages. Je pense que c'est faisable en 1 heure. Moi, j'ai copié-collé toutes les questions et je l'ai mis dans une petite table sous Notion. On va l'agrandir comme ça, on verra ça ensemble. Et comme ça, je sais que c'est sauvegardé et il n'y aura plus qu'à copier-coller les questions. Alors, ce sera pas terminé une fois que j'aurai copié toutes les questions parce qu'il faudra que je fasse la vidéo d'1 minute que je mettrai à la fin de cette vidéo. Qui est certainement l'un des points les plus importants. Alors, donc, j'ai pas de site web. J'ai pas de site web, donc on va pas en mettre. On va pas en mettre. Si j'ai le temps, je ferai une landing page. Et moi, concrètement, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une landing page. Ça prend 1 heure. Hein. Vous prenez par exemple Square ou peu importe. Mais ça vous permet aussi, par exemple, que les gens puissent rentrer leur email. Et vous pouvez commencer à récupérer des mails. Voilà. Donc pour l'instant, non. J'ai fait une démo. Je la mettrai aussi dans le PDF, donc vous pourrez aller voir. Please provide a link to the product if relevant. Donc bon, ça c'est si vous avez une page de vente, très important. Si vous avez des vidéos aussi, c'est important. Alors qu'est-ce que l'entreprise qu'elle va faire est important. Alors pour ça, on avait le link Canva. Donc on va y retourner. Et comme ça, on va voir ensemble de quoi on parle. Donc, je le rappelle, le concept, c'est de faire un Netflix des thérapies digitales. Donc, on va mettre en relation des praticiens avec des personnes qui sont en errance médicale, donc qui n'ont pas trouvé de docteur ou qui n'ont pas trouvé de diagnostic pour leur maladie. Et pour cela, je ne vais pas faire comme les autres startups. C'est-à-dire, je vais juste avoir un carnet d'adresses dans lequel les gens peuvent prendre un rendez-vous à distance. Parce que ça, je me suis rendu compte que les personnes étaient un petit peu insatisfaites parce que ça reproduisait déjà les problèmes qu'ils avaient en physique. C'est-à-dire que c'était pas forcément des bons spécialistes et ils n'allaient pas forcément pouvoir l'aider. Donc le problème en fait, c'est réduire la barrière à l'entrée à l'accès des thérapies. Et alors que les thérapies durent par exemple plusieurs séances, voire plusieurs mois en faisant une séance par semaine et donc ça coûte très cher. L'objectif, c'est de le faire à son propre rythme avec par exemple des séries de vidéos sur les problèmes liés au sommeil, sur la gestion du stress et des choses comme ça. Donc moi, j'ai déjà 3 praticiens, et ça, on va en parler, qui sont chauds pour faire les programmes. Le problème, c'est que ça va prendre un peu de temps de faire les programmes, donc je vais pas créer le produit d'abord, je vais faire une étape de crowdfunding au départ dans lequel je vais essayer de vendre l'idée et notamment à la base d'utilisateurs que j'avais déjà dans ma première startup puisqu'il y a une partie de connexion. Donc voilà, là j'ai mis côte à côte le link Canva, quelques propositions de valeur, etc. et quelques documents et on va pouvoir remplir ça ensemble et je vais essayer de vous expliquer voilà, mon raisonnement. C'est parti. Alors, describe what your company does in 50 characters or less. Alors là, le truc à pas faire, c'est vraiment de mettre du bullshit marketing. Donc évitez les mots qui sont vraiment obscurs, pas précis, le jargon. Sauf si le jargon parle directement à votre base d'utilisateurs. Donc par exemple, si vous êtes développeur et que vous faites par exemple un framework JavaScript, voilà, là vous mettez un framework JavaScript qui permet de... Et là vous mettez la fonctionnalité. Une structure très habituelle, c'est faites ceci en ayant tel avantage sans ceci. Donc pour vous comparer, donc par exemple un framework JavaScript ou TypeScript qui permet voilà. Bon, c'est pas un bon exemple parce que... Mais allez, partons directement sur ce que mon entreprise fait. Moi j'aime bien le framework, proposition de valeur sans un désavantage.
Donc moi j'avais déjà quelques provisions. Par exemple, self-directed therapy to find the root cause of your chronic illness. C'est pas mal. C'est pas mal. To find the root cause of your chronic illness. Quels pourraient être les défauts de cette chose-là? C'est qu'il n'y a pas des mots-clés peut-être plus haut niveau pour comprendre en fait ce que c'est. Donc moi j'aurais peut-être mis, il y a le marketplace. Marketplace parce que, bon, pour un utilisateur lambda, c'est pas important. Mais par contre, pour Y Combinator, ça va vraiment les aider à voir quelle est la structure de relation entre mes utilisateurs. Et donc là, il y a deux pôles. Il y a un pôle praticien et il y a un pôle, comme ça. Alors, on va quand même essayer de trouver d'autres idées. On pourrait faire digital programs for chronic illness. Ok. On pourrait trouver marketplace of therapists for helping chronic patients find solution. Okay. Using video programs. Bon, c'est pas terrible. Donc moi, on va peut-être revenir là-dessus, mais en tout cas pour l'instant, ce sera self-directed digital therapies marketplace. Or marketplace for self-directed digital therapies to find the root cause of your chronic illness. Alors, l'une des faiblesses de ça, c'est to find the root cause of your chronic illness. Il y a un côté très médical. Chronic illness est nécessaire pour savoir quelle est la persona qu'on target. Mais c'est peut-être un peu ambitieux, find the root cause of your... Bon, donc faudra réfléchir si on ne trouve pas un autre truc. Mais bon, pour l'instant, on va partir là-dessus. Ce qui est important, c'est pas de bullshit marketing. Donc clairement, à qui ce produit est destiné et qu'est-ce que ça fait dans des termes qui soient très simples. Ok, where do you live now and where you... Ok, so... Alors, bon, ça c'est aussi... Bon, ça c'est pas hyper important. Mais pour nous, ça va être important. Parce que nous, on va targeter le marché américain. Et pour l'instant, je suis à Grenoble. Donc, globalement, c'est une question que je m'attends à avoir. Ah bah tiens, vous êtes en France, pourquoi vous n'avez pas lancé votre produit en France? Aujourd'hui, le marché des thérapies digitales en France, enfin dans la sphère francophone, est relativement faible parce que le public n'est pas aussi évangélisé qu'aux États-Unis, mais aussi les États-Unis, ils ont une structure de coût qui est un peu différente puisqu'ils payent beaucoup des soins et ils sont déjà habitués à payer leur assurance un prix monstrueux. Donc quand leur assurance en plus leur rembourse pas certains soins, ça fait sens pour eux de prendre un abonnement si ça leur permet d'avoir accès à des soins de manière beaucoup plus simple. Donc, moi je dirais pour l'instant à Grenoble, mais de manière efficace, si ça marche, ce sera later based in USA. Parce que c'est le marché américain qu'on target. Et donc moi je me vois parfaitement faire des allers-retours dans la Silicon Valley, j'adore. Donc voilà. Allez, ça on s'en fout. Plus enter 1 minute unlisted private video. Donc ça je la ferai à la fin et je vous la mettrai à la fin de la vidéo. How many failures are on the team? Donc en fait on est 3 pour l'instant. Et ça je vais vous expliquer un peu plus tard parce que en fait tous les fondateurs ne sont pas sûrs de participer dans la startup parce qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc il y en a un qui vient de ma précédente startup. Donc ça c'est ce sera certainement notre CTO. Et il y en a un autre que j'ai rencontré à YC Startup School, qui a un background sales, B2B dans le médical, et qui est aussi qui connaît un petit peu le milieu, enfin un petit peu beaucoup le milieu de la levée de fonds dans le milieu médical.
Mais il a un profil très B2B et moi je cherchais un fondateur B2C. Donc on est tous les deux conscients que c'est pas un 100% match, mais on est tous les deux intéressés à travailler ensemble. C'est un bon match, donc en fait on dirait pourquoi pas commencer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que vous ayez vos cofondateurs qui soient sûrs? Moi je dirais que non, parce qu'il y a pas mal de cas dans YC de fondateurs qui ont abandonné leur idée en cours de YC et ce faisant, ils ont rencontré d'autres cofondateurs qui ont aussi abandonné leur idée et ils se sont mis à faire un projet ensemble. Donc en fait, on pourrait très bien penser que je rentre à Y Combinator et en rentrant à Y Combinator, il y a d'autres fondateurs qui viennent, potentiels cofondateurs, qui viennent me voir et que ce soit un meilleur match et pas de problème, c'est convenu comme ça. Donc les cofondateurs qui seront sur la carte, soit ils partiront sur d'autres projets ou soit ils auront des rôles par exemple de premier employé ou des choses comme ça. Offer à longue. Alors ça c'est une question qui est hyper intéressante. Pour vous, si vous avez une startup et que vous avez rien, faut pas dire rien. Hein. Ici, il faut pas dire rien, jamais, jamais. Vous avez déjà fait du travail. Soit vous avez fait... le mieux, c'est que vous avez des interviews avec vos utilisateurs, même si vous avez rien. Voilà, vous dites, j'ai rencontré tant de personnes et tant de personnes ont dit que c'était intéressant. Après, il y a l'étape d'après, vous avez un POC. Voilà. Après, il y a l'étape d'après, vous avez un MVP. Après, il y a l'étape d'après, vous avez vendu. Et donc là, il faut dire, on a fait tant de revenus. Après, l'étape d'après, vous avez déjà fait une scale-up. Et donc là, vous avez déjà fait des levées de fonds et vous avez monté. Donc, soyez succinct. Donc ici, on va dire early stage. On a mock-up. Et moi, j'ai plus de user interview. Voilà. Bon, je pourrais aller un peu plus loin. Mais j'ai pas envie d'essayer de vendre un truc que j'ai pas fait. Voilà. L'autre chose, c'est qu'il va falloir que je dise que ma précédente startup, elle est en lien avec celle-là. Donc, previous startup. Donc là, on a 2000 utilisateurs à peu près. Faudra que je... Is in the same area space. Problem space. Voilà. Donc là, je dis bien que ma précédente startup, ça a essayé de régler le même problème en fait. Donc, how long each of you are working on this? How much have you been full time? Alors moi, ça fait vraiment, on va dire depuis l'été que je travaille 2 months. Are people? No. Ok. No. Easy. Là aussi, ne mettez pas de bullshit. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'utilisateur, ne mentez pas quoi. Même genre si vous avez votre mamie qui a utilisé votre app, n'allez pas dire voilà j'ai 10 utilisateurs dont ma mamie, parce que ça ils vont vous poser des questions à propos de la personne de votre utilisateur. Donc le top du top, pour pas vous tromper, c'est combien d'utilisateurs, vous comptez uniquement les utilisateurs payants et actifs. Donc s'ils sont pas actifs, laissez tomber. Voilà, ça on va le poser. Donc par exemple, nous on a 2000 utilisateurs, mais en fait on en a 300 qui sont actifs. Donc ça, mais bon, c'était ma précédente startup, donc bon, à voir. Ok, if you're applying in the same ID as previous batch, did anything change? If you apply in different ID, why did you pivot? Ok, voilà. Donc nous on est exactement dans ce cas-là. On a pivoté. Ok. Donc pivot. Ok. Donc là, il faut expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Mais il va falloir être d'excusant. Numéro 1, c'est que j'avais pas la bonne équipe pour exécuter. Donc si je dis ça, il va falloir que je fasse la preuve que la nouvelle équipe elle sera en capacité d'exécuter. Cependant, voyez que j'ai pas encore commencé à travailler avec mes collègues. Donc je pense que c'est pas un point qui vaille la peine vraiment d'argumenter là-dessus. C'est un point que j'espère avoir. Donc je vais le dire. Voilà, je suis en recherche d'une meilleure équipe parce que j'ai un modèle B2C qui est très intensif en manière marketing. Voilà. Donc déjà, build
a better funding team. Ok. Bon, ça va falloir le formuler. Et après, à propos de l'idée qui est derrière, ben voilà, il faut dire que j'ai appris des 2000 utilisateurs qu'on a eu, de mes plus de 200 interviews. Et l'idée, c'est vraiment d'encapsuler l'idée principale. Ok. Donc l'idée principale que je peux résumer, c'est le pain point, ok, of our previous user. Donc la difficulté de nos utilisateurs précédents, c'était vraiment de trouver des thérapies. Et dans la précédente startup, on le faisait en ayant une base de données collaborative qui permet de voir ce que les autres personnes qui ont les mêmes symptômes que vous ont essayé. Donc s'il y a quelqu'un qui a par exemple ben voilà, un trouble de l'attention, plus spectre autistique, plus dépression, plus tout un tas de choses, eh ben ça va pas me recommander juste des personnes qui ont la dépression ou juste des personnes qui ont du spectre autistique. Ou voilà, ça va vraiment prendre tout ce groupe de profils. Je vais pouvoir aller voir, ah ben tiens, il a essayé par exemple de la sophrologie, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Il a essayé ça, et puis finalement je vais aller voir son parcours de soins, comme ça me permet de m'inspirer pour mon propre parcours de soins. Mais ça en fait, vous voyez là déjà j'ai du mal à l'expliquer en quelques phrases parce que c'est un truc complexe. En gros c'est on va dire un Wikipédia du parcours de soins. En plus il y a l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes de recommandation, etc. Donc là on va devoir faire beaucoup plus simple. Et beaucoup plus simple, ben, aujourd'hui parler de parcours de soins sans parler de thérapeute, c'est quand même compliqué. Moi, ma vision, c'est de ne pas aller sur le marché des thérapeutes, enfin des docteurs, donc tout le personnel médical, parce que ceux-là, il faut venir les voir avec déjà des preuves scientifiques. Donc, et en fait, tu as un problème d'œuf ou la poule, dans le sens que tant que tu n'as pas fait une étude clinique sur ta thérapie digitale, personne va te considérer comme sérieux. Mais si tu veux faire une marketplace de thérapie digitale, tu as besoin de convaincre des gens de venir, et tant qu'ils n'ont pas fait la thérapie, tu peux pas avoir la preuve. Donc l'objectif, c'est de commencer dans le milieu non médical, dans lequel on va pas s'attendre à une preuve clinique de manière immédiate. Ensuite, en ayant une base d'utilisateurs solide, commencer à faire des preuves cliniques, mais tout en engrangeant de l'argent. Une fois qu'on a les premières preuves cliniques, on va essayer de trouver quels seront les early adopters médicaux pour faire des vrais programmes des médicaux qui seront voilà, FDA approved, etc. Mais pour l'instant, on va aller dans le non médical. Donc, pain point of produce, et c'est medical wandering, years to find a treatment, if any. Ok. Là, je vais essayer, tu vois, de montrer que aussi, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être ma faute que je suis capable d'apprendre de mes erreurs. Donc là, je vais dire un truc du genre, voilà, j'ai sous-estimé. Voilà, je dis, j'avais underestimate importance of therapist and medical staff in the participant network. User wanted discussion with therapist, but cost was too high. One-on-one. Therefore, the idea of self-directed programs based on video made sense. Ok. Donc là, il faudra que je réorganise un petit peu. Parce que, vous voyez, c'est en deux étapes. Là, je peux dire ce que j'ai appris de mes interviews utilisateurs. Puis la réalisation qu'on n'était pas forcément l'équipe de cofondeurs qui permettait d'exécuter cette vision. Et donc, ça fait sens de recréer une autre entreprise. Voilà. Have you already participated or committed to participate in an incubator? Alors, no. Donc, si vous avez 50 000 médailles de papier là, parce que vous êtes inscrit à plein d'accélérateurs et d'incubateurs en France, bon, vous pouvez mettre la liste, mais
il faut aussi... Alors vous pouvez faire du... Ça peut être aussi pris comme du tourisme. Donc faites attention à ce que vous mettez. Mettez les réseaux dans lesquels vous êtes vraiment établi et que vous avez vraiment eu des interactions avec. What did you pick decided to work on? Do you have the main expertise in this area? Donc là, c'est certainement l'un des les points les plus importants. C'est unfair advantage qui va être demandé. Donc voilà, moi j'ai déjà... je l'avais déjà dit. Founder has several chronic diseases. Who are you competitor? Ok. Ça, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je comprends de ce qu'ils n'ont pas compris? Alors, les gens abandonnent. En fait, il faut comprendre que les gens qui sont en errance médicale, donc qui n'ont pas trouvé de traitement, quand ils utilisent des apps, ils vont s'inscrire à plein d'apps qui font des thérapies digitales. Mais le problème des thérapies digitales à l'heure actuelle, c'est qu'elles se concentrent sur un seul type de thérapie. Donc typiquement, prenons la méditation. La méditation, en fait, on pourrait penser qu'elle concerne tout le monde, ce qui est vrai. Mais en vérité, vous avez deux chemins principaux pour entrer dans une app de méditation. Vous avez le chemin de j'ai envie de réduire mon stress, donc en fait vous avez probablement du stress chronique, de l'anxiété chronique, des problèmes de sommeil, et on vous a dit que la méditation pouvait vous intéresser. Et l'autre chemin, c'est que vous êtes déjà dans la culture de la méditation, la culture bouddhiste vous intéresse, etc. Et donc là, dans lequel vous allez rentrer. Donc en fait, déjà, les apps de méditation ont un problème à deux têtes, dans le sens que qui on doit aider. Et en plus, quand ça marche pas, par exemple, un patient qui a des problèmes de douleur et on lui a dit que le meditation based stress reduction marchait dans les études scientifiques pour réduire ce ressenti de la douleur, il va essayer l'app, mais il va être perdu parce que l'accompagnement n'est pas vraiment fait pour ces personnes-là. Donc ils vont se démerder, ils vont apprendre, ok, il faut apprendre à respirer, etc. Mais c'est quoi l'objectif? Je vois pas le rapport avec ma douleur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont payé un abonnement, ils arrêtent l'abonnement ou ils l'oublient. Et vous avez un utilisateur qui est quand même assez frustré parce qu'il n'a pas trouvé sa solution. Donc il va télécharger une autre app et il va faire le même processus. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'être une expérience unifiée d'accompagnement de l'ensemble du parcours. Donc par exemple, on pourrait très bien avoir des sessions, enfin des programmes associés à la méditation, spécifiquement associés à, par exemple, les problèmes de douleurs chroniques, les problèmes d'insomnie, les problèmes d'anxiété et de stress. On pourrait penser à toutes les valeurs thérapeutiques de la méditation, avoir des programmes spécifiques. Quand ces personnes-là ont accompli un programme, on pourra apprendre et leur recommander des programmes suivants. Par exemple, si ça n'a pas marché, on va pouvoir le détecter tôt en posant un questionnaire. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette session-là vous a aidé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des améliorations de vos symptômes? Et si ça marche pas, plutôt que d'attendre que la personne se dégoûte, ne termine pas le programme et désinstalle l'app, on va tout de suite leur recommander un autre programme qui est soit associé aux mêmes problèmes qu'ils ont, soit sur une comorbidité. Parce que souvent, les gens, ils ont de la comorbidité. Par exemple, on peut commencer une méditation sur l'anxiété et finalement, on se rend compte que ce programme-là sur l'anxiété ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on est on a un manque de sommeil et donc en fait, accompagner sur le manque de sommeil peut être utile. Donc voilà, là j'ai parlé de tout ça, mais quand vous répondez à cette caste, il faut penser à tout ce genre de choses. Un truc que vraiment les compétiteurs n'ont pas pensé. Donc, Digital Therapies. Voilà, donc je vais marquer ce que j'ai dit. Et voilà, donc là j'ai conclu par deux points principaux. Ok? Premier problème. Je dis que les thérapies digitales actuelles se concentrent sur un set de thérapies vraiment limité. Et la réussite de ces thérapies est plus bas. Alors plus bas que quoi? C'est en général, il y a des études cliniques qui cherchent à prouver ça, mais en vérité,
le success rate est moins grand parce que dans l'étude clinique, les gens sont beaucoup plus motivés à terminer le programme. Et donc, en fait, il y a une low adhérence. Ce qu'on appelle l'adhérence, donc c'est quand on vous prescrit une thérapie et que vous la faites pas jusqu'au bout. Enfin, vous la faites ou pas jusqu'au bout. Et donc, pour moi, la solution, ce serait de faire une marketplace qui propose différents types de thérapies pour réduire le churn, donc passer l'utilisateur rapidement d'une thérapie à l'autre, et tout en améliorant la qualité de vie, car le problème principal, on le rappelle, c'est que les gens se sentent seuls. Voilà. Et on pourra me dire tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous avez déjà eu une maladie chronique, vous vous sentez seul parce que c'est pas un rendez-vous chez le médecin tous les 3 mois qui vous fait que vous vous sentez accompagné. Donc là, vous aurez toute votre vie une petite app et si besoin, vous pourrez faire un petit programme qui va vous accompagner et même si ça va pas régler votre problème, vous savez que vous pouvez trouver quelque chose qui vous fera du bien. Ensuite, les gens se sont assez inconfortables parce qu'il y a beaucoup de thérapies digitales qui proposent des thérapies qui sont complètement gamifiées, dans le sens qu'il n'y a même pas d'humain derrière. Donc par exemple, ça peut être des petits jeux. Et en fait, c'est vrai qu'en interview utilisateur, les gens sont assez inconfortables parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler pour aller mieux. Et donc, quand les utilisateurs, enfin les patients, ne voient pas de progrès, et parfois ça prend des mois pour voir un progrès, et en plus qu'ils ont l'impression un petit peu de faire n'importe quoi, enfin que de pas aller dans le bon sens, je me dire non mais c'est vraiment du bullshit, ça sert à rien. Donc, et c'est encore plus vicieux parce que les gens ont souvent un effet waouh au départ. Parce que si vous avez fait un jeu, il est beau, etc., il fait ah waouh c'est bien, et du coup la première semaine vous allez voir la personne qui utilise ça tous les jours, tu vois. Et puis soudainement en fait, ils vont pas voir les progrès, ils vont sentir que ça ne sert à rien et ils vont abandonner. Donc attention à faire ça, il faut vraiment que les gens aient cette impression, voilà, d'avoir un humain face à face et de travailler vers le succès de leur thérapie. À mon sens, c'est une théorie, hein. C'est une hypothèse. How do you make money? Très simple. $50 monthly per user. 50% to practitioner. Ok. Et how much you could make? Bon. Le besoin, il est en millions d'utilisateurs. Au moins des millions d'utilisateurs. La question, c'est combien on pourrait vraiment en atteindre? Bon, si on parle juste de l'acouphène, c'est 15% de la population. Si on parle de la dépression clinique, c'est 5% de la population. Du TDA, 5% de la population. L'endométriose, 5% de la population. L'insomnie, à peu près 5% de la population. Ça revient beaucoup, 5%, mais... donc en fait, il y a 40% de la population qui a des maladies chroniques. At least one chronic disease. We believe we can help million. Okay, 1 million user will generate. Donc là, on va prendre la calculette. Hein. Donc, allez, petit calcul. Donc à 50%, voilà, $50. Bon, il y a les taxes, etc. Donc on va faire un calcul rapide. Des gens 0,7, d'accord, donc 35. Là, on va donner la moitié aux praticiens, ok. Donc il nous reste 17,50 à peu près. Donc voilà, x 12. Voilà, x 1 million. Donc il y a potentiellement un business à 210 millions. Bon, il y a un débat à propos du crowdfunding. Je le dis parce qu'il pose la question, ouais, le crowdfunding, ça craint. C'est pour ceux qui n'ont pas réussi à lever. Alors, c'est peut-être vrai chez certains investisseurs. Donc, ils vont voir que vous n'avez pas réussi à lever et vous avez levé en crowdfunding. Bon, ils vont peut-être dire, ok, ils n'ont pas réussi, ça a intéressé personne.
Globalement, vous en foutez de ça, d'accord? Donc, si vous trouvez le besoin et vous voyez l'intérêt de lever du crowdfunding, eh ben, c'est assez badass de dire, bah ouais, on a déjà levé 50 000 balles en faisant du crowdfunding. Voilà. Globalement, il faut savoir que si vous, voilà, si vous faites une campagne vraiment Kickstarter et un truc sérieux, 50 000 balles, certainement vous allez être perdant, quoi. Ça va vous coûter plus cher. Parce qu'il y a le marketing, il y a la plateforme qui prend la thune, etc. Il y a les agences, les PR à payer. Mais c'est pas grave, en fait, ça montre que vous avez une certaine traction. Et par contre, si c'est une campagne qui n'a pas été successful, franchement, je sais pas s'il faut la mettre. Vous pouvez mettre quelque part, on a essayé, quoi. Parce que ça montre que vous êtes résilient. Je pense que ça, c'est un bon point. Mais est-ce qu'il faut la mettre? Je sais pas. À vous de voir. Bah, bonne question d'ailleurs, s'il y en a qui ont des. qui pensent, est-ce qu'il faut le mettre si on n'a pas réussi une crowdfunding à le mettre? Have you taken any investment yet? Alors, pourquoi? Moi, je bootstrap. L'objectif, c'est de bootstrapper. Donc, là, ça fait gagner du temps, mais si vous répondez à tout ça, vous allez avoir plein d'autres questions qui vont se poser. Ils vont vous demander les term sheets et les trucs comme ça. Ok. Globalement, est-ce qu'il faut candidater à YC si vous avez déjà des investisseurs? Est-ce que les investisseurs vont vous emmerder? Alors, YC prend 7% de la boîte. Donc, si vous avez déjà fait plusieurs rounds de fundraising, c'est vrai que les investisseurs pourraient se dire « Ah putain, on va se faire diluer de 7%. » Bon. Ensuite, YC donne 500 000 euros. Donc, en fonction de votre dernier de levée, ça se trouve, ça va les diluer à moins cher que le précédent round que vous avez levé. Traduction, ça se trouve pour 7% de votre entreprise, vous les avez vendus pour plus de 500 000 euros. Ok? Mais les investisseurs, s'ils sont pas bêtes, ils savent très bien que YC, c'est plus que du capital. Et ça n'a pas une valeur qu'il est facile d'évaluer. Mais c'est clair que si vous êtes labellisé YC, que vous êtes dans la YC, que vous passez en Demo Day à YC, je vois pas pourquoi les investisseurs seraient mécontents de ça. Et finalement, c'est vous qui prenez la décision. Donc si vous êtes fondateur, vous en foutez de ce que disent les investisseurs. Et si les investisseurs vous disent non et que vous pensez que c'est vraiment YC qui va vous aider, bon bah... vous n'avez pas trouvé les bons investisseurs, quoi. Donc je pense que 7% pour tout ce que YC a donné, c'est bien. Ok, despite the planned equity. Ok. Donc là, on va dire. Globalement, moi, ce que j'aime bien, c'est. J'ai changé d'avis là-dessus. Mais je pensais qu'il faudrait je pensais qu'il fallait un actionnaire majoritaire et que ce soit le CEO. Et c'est vrai qu'on m'a souvent répété. Non, mais il faut que le CEO soit actionnaire majoritaire, etc. Alors c'est peut-être vrai en France parce qu'il y a une forte corrélation entre le taux d'action que vous avez dans la boîte et vos parts dans les décisions. Parce qu'en général, c'est une action, une voix. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'il y a un board. Et donc, il y a plus facilement des actions qui sont données qui n'ont pas de voix. Donc ça permet, par exemple, à Mark Zuckerberg, je crois, d'avoir plus de la moitié des droits de vote, alors qu'il possède, je sais pas, peut-être, je crois, 17%, vous me corrigerez, de l'entreprise. Donc il peut prendre toutes les décisions tout seul. Donc là, c'est un peu important. Mais moi, j'aime bien, j'ai changé d'avis, donc je pensais que le CEO devait avoir genre 50% et puis les autres... le reste. Donc si vous avez 4 fondateurs, enfin 3 fondateurs, c'est-à-dire 50%, 25 et 25. J'ai un peu changé d'avis. Moi je pense que il faut que tout le monde soit à 33% au départ. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, vous ne savez pas quel est le niveau de contribution de chacun. Ok. Et je pense que c'est important au départ que l'ambiance se fasse. Tout le monde contribue autant
qu'il peut et qu'il se donne au max. Voilà. Et puis après, ça va s'équilibrer parce que les term sheets vont se mettre à jour. Et typiquement, lors de la première levée de fonds, vous pouvez dire, bah, ok, on va issue, donc on va créer des parts supplémentaires pour les employés et pour les personnes dans l'exécution. Et rémunérer de manière différente le CEO, le CTO, le CMO. Voilà. Si vous avez un top star CEO, ben voilà, il pourrait passer au fur et à mesure à avoir de plus en plus de parts, pendant que le CTO, CMO réduisent. L'avantage aussi de marché équilibré, c'est que s'il y en a un qui décide de quitter, d'accord, et imaginons que c'est le CEO, votre entreprise, elle peut continuer à tourner, quoi. Alors que si le CEO, au bout d'un an, il décide de quitter et qu'il a 51% des parts, bon courage. Voilà, bon courage. Ensuite, ce qui est important, c'est le plan de vesting, d'accord. Donc, vesting. Bon. Le plan moyen pour un employé, c'est 4 ans. En fait, pour les fondateurs, ce qui est bien, c'est mettre beaucoup plus. Beaucoup plus. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir fondé une startup, mais si on se barre au bout de 2 ans et qu'on part avec 15% des parts parce qu'on a vesté sur un terme de 4 ans, alors qu'il reste toute la boîte à faire, honnêtement, ça se fait pas. Enfin, moi, je trouve que c'est abusé, quoi. Donc c'est vrai qu'en général, une fois que vous allez être accompagné par YC, j'ai vu des term sheets avec des gens qui se peuvent vester sur 6-7 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le plan de vesting à un moment. Donc par exemple, si ça fait 2 ans, bah, voilà, vous avez vos parts. Et ça rallonge le vesting de vos parts supplémentaires pour maintenir la motivation de travailler. Mais bon, disons 4 years, ok. Ensuite, il y aura peut-être un board de directeur, ok. J'ai quelques noms, mais comme je les ai pas, je vais pas les mettre. Mais si vous en avez, board de directeur, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 0,5, 1% qui est donné. Là aussi, il y a des standards, c'est-à-dire que un expert dans votre domaine qui vous donne quelques heures par semaine et que vous êtes en early stage, ça peut être 1 à 2% de votre boîte. Et plus vous allez être mature et moins ça va être important. Et aussi, ça dépend du pédigré de cet expert-là. C'est-à-dire que si c'est un expert local ou national, bon, bah, ce sera beaucoup moins. En général, c'est inférieur à 1%. USA, pour eux. Bon, alors là, c'est peut-être important aussi de mentionner une question qui va venir. Pourquoi on a décidé d'axer notre marché sur les États-Unis? Alors déjà, on a une marketplace. Donc, il y a 2 réseaux simultanés. On a le réseau des utilisateurs et le réseau des praticiens. Et il y a déjà des praticiens avec qui je suis en contact depuis ma précédente startup qui ont construit des programmes digitaux. Il y en a même un qui a fait sa propre app, donc avec sa propre thune. Il a demandé à des développeurs pour faire sa propre app avec ses propres thérapies, ses programmes. Mais voilà, ça reproduit tous les problèmes des compétiteurs que j'ai mentionnés, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Donc si par exemple, il n'a rien à apporter à certains utilisateurs, ils vont peut-être le découvrir, essayer et être déçus. Alors que si c'était sur une app centralisée avec une marketplace, ils pourraient essayer d'autres thérapeutes. Donc le marché est beaucoup plus mature en termes de praticiens qui commencent à avoir l'habitude de faire des programmes digitaux. En gros, il y a de l'intérêt pour 3 types de praticiens. Numéro 1, les praticiens qui sont hyper bookés, donc qui n'ont plus le temps de prendre de nouveaux patients, mais qui aimeraient aider plus de monde. Et c'est le cas par exemple des leaders d'opinion, des gens qui sont très très connus pour leurs compétences dans un domaine spécifique. Ces gens-là, ils sont étonnamment super ouverts de faire de l'éducation patient. Donc d'expliquer en quoi consiste leur pratique, en quoi va constituer un programme, mais il n'y a pas de structure à l'heure d'aujourd'hui qui peut uploader cette information patient. Donc parfois il y a des initiatives dans certains hôpitaux pour le faire,
Mais je pense qu'on a un véritable intérêt pour eux, voilà, dupliquer leur pratique, pouvoir aider des millions, alors qu'eux, ils peuvent pas prendre des millions dans leur cabinet. Il y a l'autre chose, les gens qui n'ont pas assez de clients ou de patients. Donc ceux-là, soit ils viennent se monter, c'est des jeunes thérapeutes par exemple, très souvent. Soit ils sont dans un recoin perdu, et donc les gens pour venir chez eux c'est un peu compliqué. Ces gens-là, ils ont déjà commencé à aller sur les Doctolib et les choses comme ça. Mais ça leur fait... C'est une variante assez mauvaise de la relation patient dans le cabinet. Et donc ces gens-là, ils aimeraient certainement avoir plus de gens dans leur cabinet, en physique, ou plus de gens à distance, mais des gens très qualifiés. Ce que j'entends par très qualifié, ben, il y a par exemple un thérapeute qui est spécialisé dans la thérapie comportementale. Et lui, il veut se spécialiser pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Ben, dans son cabinet, il va peut-être devoir prendre des gens pour d'autres problèmes parce qu'il doit remplir. Alors que s'il fait un programme spécialement dédié à l'arrêt de fumer, les gens ils vont faire ce programme, ils vont se dire ah bah tiens j'aime bien ce praticien là ou cette praticienne, je vais prendre un rendez-vous chez elle sur Doctolib par exemple. Et là bam, on a un funnel de gens vachement plus qualifiés. Et il y a une troisième strate, c'est les thérapeutes qui sont en ville, donc dans des pôles avec énormément de demandes. Et ils en peuvent plus. Voilà, pour des raisons familiales, voilà, la nouvelle génération a plus envie de bosser de 8h jusqu'à 20h, non-stop. Et ils ont envie de changer de rythme, surtout avec le Covid, on s'est rendu compte que voilà, un 60 mètres carrés dans Paris alors qu'on gagne super bien sa vie, ça craint quand même. Mais voilà, ils ont peur, ils ont cette peur de pas pouvoir retrouver leur niveau de vie en allant dans une autre ville. Par exemple en Normandie. Donc là, ça leur permettrait de faire un ancrage sur les patients qui suivent déjà, en disant ben voilà, allez essayer les programmes, j'ai fait des programmes, allez les suivre. Leur faire un revenu supplémentaire via l'application, qui pourrait les convaincre, par exemple, de changer leur pratique et d'aller dans une autre ville. Donc toujours aider les patients des grandes villes, mais en gardant le cadre voilà, plus calme de la France périphérique ou de n'importe quel pays périphérique. Voilà. Donc, allez, j'ai beaucoup parlé de ça. Voilà. En plus, je me rends compte que j'ai même pas parlé de pourquoi les USA en particulier. Bah, c'est que ce processus-là aux USA, il est juste plus mature. Sur les trois groupes qu'on vient de parler, cet effet-là est beaucoup plus perceptible aux États-Unis. Parce que, voilà, en thérapie, tu peux être très très riche et avoir, voilà, faire des millions à l'année. Par exemple, si tu travailles à New York ou à San Francisco. Et tu peux être relativement pauvre, faire à peu près 50 000 $ par an, ce qui est rien du tout aux États-Unis, si tu vis dans une petite ville ou une ville moyenne. Donc, en France, c'est moins poussé. Bien sûr, alors du côté, en termes de côté patient, les patients aussi sont beaucoup plus matures l'utilisation de thérapie digitale. Ils ont un panier moyen qui est beaucoup plus gros. Ils payent déjà la sécurité sociale, etc. Donc ils payent déjà beaucoup. Et relativement, en termes de comparaison, voilà, 50 $ par mois, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'ils payent déjà. Alors ça veut pas dire que c'est une somme négligeable, mais voilà, 50 € en France, alors que vous avez l'habitude de payer 0, ce sera un peu plus compliqué. Donc, je disais, pour la partie technique, alors moi, je vais faire tout ce qui est Data Science and Clinical Questionnaire, Recommendation Algorithm. Ok, et Zahir, il va attaquer tout le back-end. Font. Voilà. Is there anything else we know about your company?
Bon, je pense que là, ça peut être pas mal de rajouter un petit élément. En fait, je pense que la majorité des gens ne mettent rien ici. Mais il faut mettre un petit truc smart. Qui montre que... voilà, pour vous différencier. Après, les autres idées. Ah oui, oui, bah, bien sûr. That was... a secondary ID of my previous application. Et oui. Parce que la précédente application, j'avais... Enfin, pardon. Application en français. Les dépôts de dossier, le précédent dépôt de dossier, j'avais mis ça dans le secondary ID. Secondary ID, B2B, bon ça, help pharmacological company track symptoms change early during treatment and increase adherence. Ok. Donc ça c'est un autre projet qui pourrait être limite une spin-off de Siopi de ma précédente startup ou de celle-ci. Parce que toute l'idée c'est de traquer les changements dans les symptômes et pour Siopi trouver des gens qui ont les mêmes changements. Pour cette startup là, donc Digitaire, je l'ai appelé de manière temporaire, ce serait de proposer d'autres praticiens de manière très très early. Et bien on pourrait proposer exactement la même chose par exemple à des gens qui font soit des devices médicaux soit à des traitements. Donc cette fois à eux pour vérifier que les traitements sont bien pris. Et s'ils ne sont pas pris, réagir le plus rapidement possible. Donc par exemple les mettre en relation avec des docteurs pour savoir pourquoi ils ne prennent pas leur traitement. What convinced me to apply to Y Combinator? Alors, oh là là, j'ai tellement de chance. Donc bon déjà, j'ai participé à la Startup School. Love the vision. Non, le mindset of YC. Startup School. Voilà, après j'ai participé à Speed Dating. Found my co-founder. Donc Nicolas, c'est Find my co-founder on Startup School Matching System. Donc sur YC, YC propose aussi d'autres choses que l'incubateur. Il y a la Startup School qui est gratuite d'ailleurs, je vous la recommande très chaudement. Et il y a aussi un système de matching entre cofondateurs. Voilà. Donc, what did you hear? Je sais pas. Bon voilà. Donc là c'était un petit peu le résumé et maintenant on va cut et je vais vous présenter l'application terminée. Bon, eh bien, il est 1h du mat et on en est où? Eh ben, c'est terminé, ça y est. Bien entendu, je suis allé à l'école, chercher les enfants, je suis revenu, je les ai couchés. Et puis, il s'est placé plein de choses, donc j'ai pu seulement me remettre à travailler à partir de minuit. Voilà, et donc de minuit à 1h, on a fait... l'enregistrement de la petite vidéo de présentation que je vais vous mettre à la fin. Et aussi à la fin, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application dans son entier. Je pense que ce sera plus sympa si vous avez juste un PDF, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil. Il y avait un petit truc qui était hyper important, c'est la synchronisation avec vos associés, parce qu'il faut bien qu'ils aient leur dossier qui soit bien rempli, en gros leur CV. Et qu'ils aient bien cliqué sur le lien que vous leur envoyez pour que ça soit bien leur profil YC soit bien associé à l'application. Voilà. Donc c'était eu un petit peu de stress parce qu'on comprenait pas. Le profil était à jour, mais ça affichait pas dans YC. Alors, allez, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça, si vous regardez cette vidéo alors que vous espérez appliquer à YC, vous voyez à peu près où c'est.
Allez, on y arrive. Ouais. M'excusez, il est tard. Boum. Alors, Y Combinator. Play. Donc nous, je trouve qu'on a une petite chance en France parce qu'avec le décalage horaire, en fait, comme c'est 8 heures du soir aux États-Unis, eh bien pour nous, c'est 5 heures du matin. Il me semble, si mes calculs sont bons. Donc voilà, j'ai 4 heures pour mettre à jour. Donc voilà, vous avez votre petit profil, donc votre application a bien été euh, donnée, mais vous pouvez mettre une mise à jour. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous faites une coquille, etc. D'ailleurs, relisez bien votre application. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à mon associé là et en ce moment, Nicolas, il est à SF, à San Francisco. Donc pour lui, c'est encore la journée. Et je vais mettre mon réveil dans 3 heures. Donc je vais faire une petite sieste pour voir si lui, il a trouvé des coquilles et des choses comme ça. Donc voilà, petite collaboration. Bon, Zahir est malheureusement s'occupe au chevet de son fils qui était à l'hôpital ce week-end. Donc je vais pas lui demander ça. Voilà, donc, mais c'est ok, voilà, vous avez des associés qui ont tous une vie. Voilà, l'objectif de l'application YC, c'est pas de se prendre trop la tête. Donc, alors, voir l'application, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, voilà. Alors, je pense globalement, je vais vous faire un retour. Il y a trop de texte dans mon application, mais ça, c'est vraiment un défaut, et je pense que c'est un défaut globalement des Français. On est vraiment sur la dissertation, etc. Et on n'est pas bon pour réduire. Donc, je pense que je vais dormir 3 heures. Je vais jeter un coup d'œil et puis je vais relire. Et puis, je vais faire coupe. Je vais faire des grosses coupes. Parce que les Américains, et en particulier à YC, ils voient. Enfin, eux, ils sont vraiment dans l'efficacité, quoi. Donc, tous les mots de trop qui complexifient le discours, qui vont peut-être rendre la chose opaque. C'est pas. L'application YC n'est pas fait pour ça. C'est pas du tout fait pour ça. Là, l'objectif, c'est un petit peu de donner envie, euh, de voir que le marché est suffisamment gros pour que ça soit accompagné par YC. Et puis après, que l'équipe fait sens. Mais trop de texte, tue le texte, quoi. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, la personne, elle voit un bloc comme ça, elle risque de lire ça en diagonale. Donc, globalement, je sais que je vais devoir couper. Vous voyez, après, voilà, il y a nos CV qui apparaissent là. Il y a la petite vidéo que je vais vous mettre juste après, d'une minute. C'est mieux si il y a les autres fondateurs. Là, je l'ai fait à la cam, tant pis. Vraiment, bah voilà, il y en a un qui était dans l'avion et puis Zahir, pas dispo depuis quelques jours. Donc voilà. How far are you? Bah, là, j'avais mis un peu à jour par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, j'ai rajouté beaucoup de choses. Donc, en fait, je vous enverrai le PDF parce que finalement, j'ai été inspiré. Mais j'ai rajouté du texte qui n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Donc, on sait jamais. Écoutez, on verra bien. Hein, la réussite est permise uniquement si on essaie. Et puis, si vraiment, cette fois, on n'est même pas retenu pour l'entretien, y a deux possibilités. Soit on était trop early stage, mais ça, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y avait un angle d'attaque comme c'est la suite de ma précédente startup. L'autre raison, je pense que c'est globalement le texte qui est trop long. Voilà, donc je le sais, mais c'est pas facile. C'est beaucoup plus dur d'être succinct que d'écrire beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. J'espère que j'ai coupé là où c'était nécessaire, que c'était pas trop long. Normalement, si mes calculs sont bons, la vidéo en tout devrait faire à peu près 1 heure. Et ce sera des séries de vidéos comme ça où je vais documenter les choses. La prochaine vidéo que je vais faire aussi d'1 heure, ce sera sur la création de ma landing page auprès des praticiens. Je pense que c'est intéressant. Je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise. Parce qu'il y a plein d'outils pour faire des landing pages. Et puis comment moi je fais une landing page, sachant que je suis pas un marketeur. Hein. Donc d'un autre côté, vous pourrez me donner des conseils si vous-même vous êtes marketeur. Voilà. Allez,
Eh ben, merci à tous ceux qui sont allés à la fin de la vidéo. Et puis pareil, moi ça m'intéresse de savoir c'est quoi vos applications si vous avez déjà été un batch de YC et que vous êtes passé. Ben voilà, partagez, je sais pas, un PDF, faudrait voir si les liens passent, essayez. Et voilà, partagez en PDF votre application, partagez en URL aussi votre vidéo d'application, comme ça on peut tous s'entraider, on peut tous voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça vaut aussi le coup. Alors bon, il y a des millions de façons d'échouer, mais il y a qu'un nombre fini de façons de réussir. Donc c'est vrai que des applications qui ont fonctionné en général ont plus de valeur. Mais ça veut rien dire parce que voilà, aussi YC change, il y a des modes qui passent, voilà, il y a des sujets qui passent. Donc voilà. Allez, il est tard, je commence à radoter. Donc, salut! Hello YC! I hope everything is alright on your side. This is just one more video, but this is to talk about something that really matters for me. Because I had several chronic disease and it took me years to find appropriate treatment and find the correct expert specialized in the chronic disease I have. So that's why I'm building a marketplace for people like me to help them manage their condition. And how we do that is we have a practitioner and experts that are building digital programs. And I learned so much from my previous startup. And by the way, Zahir, one of the senior developers, is following me on Nice Mix Venture. And I met Nicolas Fouin at Startup School. So who can help us this time build the business development. So they could not make it, but they are really eager to meet you. And see you soon. So you have a chronic disease. You saw many people, many doctors try different therapy and nothing really works. So if it works, it was very temporary. Okay? So you spend a lot of money doing this in terms of medication, but also therapy. And sometimes you have to wait for months before getting results. Okay? Or maybe wait for months for getting no result, even worse. So the idea for us will be to bring you some of the knowledge of the practitioner and of all the therapies that is accessible for your chronic disease. So you can have a sample of this and start doing some exercise or some practice that may help you without doing, for instance, the therapy physically with the doctor. But it's a first step, okay? So decrease the barrier to entry to therapy. And how we can do that is, for instance, having specific programs that first is tracking your symptoms, looking for improvement in your life. And then you can, for instance, apply for a therapy. Let's say I have a problem with sleep and I want to see what kind of therapy is working for me. So I can start this one with this practitioner, which is a doctor at a nice hospital, and that specifically made this program for helping people with insomnia like me. So I can start, then I will fill out the questionnaire to check out what kind of symptoms I have, and I can start the program. And the program is simply a series of video, which each session having a goal. So giving you ID exercise, so I can click on it, I can watch the video, and afterward, for instance, I can interact with the other people that did this program and also with the practitioner that did this program. And when I'm finishing with this program, I can again fill out a questionnaire to track my symptoms. So like this, we can better recommend with machine learning the specific set of therapy for a specific set of symptoms. And each time you do a program, even if it's not working, we can recommend you a different program which is more personalized to your symptoms. And this is the first step, but in the end, you can even imagine having at the end of each program, the option to connect with the practitioner, to do real physical therapy or, remote therapy. So that's the basic idea. Really simple, and it can be started really easily, for instance, with a series of URL we can upload on YouTube, So we don't need to have an app to start with.
And that's the beauty of it.